Dans le terminal grouillant de vie de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le commandant Antoine Dubois, un pilote noir au parcours exemplaire, se tenait immobile, pétrifié, tandis que des agents de sécurité l'escortaient loin de son cockpit, sous les regards médusés des passagers. Les téléphones portables capturaient chaque instant, certains visages affichant de la curiosité, d'autres de la gêne. Claire Moreau, une hôtesse de l'air à l'expression froide mais satisfaite, venait de l'accuser publiquement d'avoir falsifié ses qualifications de pilote. 20 ans d'une carrière irréprochable, des milliers d'heures de vol sans le moindre incident, et maintenant, menottée devant une foule, tout cela parce qu'une femme blanche s'était sentie mal à l'aise à l'idée qu'un homme noir soit aux commandes d'un avion. Pourtant, Antoine conservait un atout dans sa manche, un unique appel à passer, une voix capable de faire taire cette cacophonie. Lorsque la connexion s'établit, le sourire de Claire s'évanouit comme une ombre sous un projecteur. Elle ignorait totalement qui était vraiment Antoine Dubois, ni que sa propre carrière, si soigneusement construite, était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Qui pouvait bien être à l'autre bout de ce coup de fil qui allait bouleverser son destin? Antoine Dubois, 44 ans, était une figure rare dans le paysage de l'aviation française. En tant que l'un des quelques 70 commandants de bord noirs dans tout le pays, il incarnait une exception dans une industrie encore dominée par une homogénéité presque monotone. Ancien officier de l'armée de l'air, formé à l'école de l'air de Salon-de-Provence, il avait gravi les échelons avec une discipline militaire et une rigueur sans faille. Ses états de service comptaient plus de 12 000 heures de vol, des décorations pour des missions périlleuses au-dessus de zones de conflit, et une réputation de sang-froid qui inspirait confiance aux équipages comme aux passagers. Ce matin-là, alors qu'il traversait le salon d'équipage d'Air Lumière, la compagnie aérienne où il officiait depuis 15 ans, une tension diffuse flottait dans l'air, comme un orage qui se prépare sans qu'on en perçoive encore les éclairs. Son allure assurée, héritée de ses années dans l'armée, contrastait avec l'atmosphère feutrée du salon, où les murmures des collègues semblaient s'interrompre à son passage. Son copilote habituel, François Leclerc, avait déclaré forfait pour cause de grippe soudaine. Le département de planification lui avait assigné un remplaçant, Paul Renaud, un jeune pilote blanc de 32 ans, récemment promu au sein d'Air Lumière. « Commandant Dubois, je suis Paul Renaud, votre premier officier aujourd'hui », dit le jeune homme en tendant une main ferme, un sourire amical éclairant son visage. « On raconte que vous pouvez poser un avion dans des conditions où d'autres capituleraient. » Antoine serra sa main avec un sourire mesuré, appréciant l'enthousiasme apparent. « Espérons ne pas avoir à tester cette réputation aujourd'hui, Paul, » répondit-il, son ton mêlant professionnalisme et une pointe d'humour. Ensemble, ils passèrent en revue le plan de vol pour le vol Air Lumière 482, une liaison Paris-Bordeaux prévue dans 3 heures. Les prévisions météorologiques annonçaient des turbulences modérées au-dessus du Massif central, et Antoine, fidèle à sa méthode, détailla les protocoles de sécurité et les ajustements nécessaires pour garantir un vol sans encombre. C'est alors que Claire Moreau entra dans le salon d'équipage, son uniforme impeccablement repassé, son badge scintillant sous les néons. Âgée de 38 ans, elle travaillait pour Air Lumière depuis plus d'une décennie, mais Antoine n'avait volé avec elle qu'à 2 reprises. Quelque chose dans son attitude l'avait toujours intriguée. Une froideur professionnelle qui semblait masquer une hostilité subtile. Lors du briefing pré-vol, Antoine exposa ses attentes avec clarté, comme à son habitude. Nous pourrions rencontrer des turbulences à mi-parcours, alors je veux que tout l'équipage soit prêt à gérer les passagers et à maintenir la discipline en cabine. Claire l'interrompit soudain, son ton tranchant comme une lame dissimulée sous du velours. « Êtes-vous sûr que c'est la meilleure route, commandant? Hier, j'ai volé sur un trajet similaire et le couloir nord était parfaitement dégagé. » Antoine conserva son calme, habitué à ce genre de micro-agression. « Les prévisions ont changé depuis hier, mademoiselle Moreau. Le courant-jet s'est déplacé vers le sud. » Claire hocha la tête, mais son regard glissa vers Paul, comme si elle attendait de lui une confirmation. Paul, mal à l'aise, ne dit rien, mais le malaise dans la pièce était palpable. Alors que l'équipage se préparait à l'embarquement, Antoine remarqua d'autres signes de manque de respect de la part de Claire.
Elle adressait systématiquement ses questions opérationnelles à Paul, ignorant ostensiblement les galons de commandant d'Antoine. Lors de la préparation du cockpit, alors que l'équipage apportait du café, Paul reçut sa commande exacte, noire, un sucre, tandis que celle d'Antoine, demandée avec de la crème, arriva noire. « Désolé, j'ai dû oublier votre préférence », dit Claire avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ce n'est pas grave », répondit Antoine, bien que ce fût la 3e fois qu'elle « oubliait » sa commande tout en respectant parfaitement celle de Paul. En vérifiant les systèmes, Antoine surprit une conversation à voix basse entre Claire et une autre hôtesse, Sophie Laurent, juste derrière la porte entr'ouverte du cockpit. « Ça me met toujours mal à l'aise quand ils mettent ces embauches de quotas dans le siège du commandant », murmura Claire. « On dirait qu'ils privilégient les photos de diversité pour le rapport annuel plutôt que la sécurité des passagers. » Sophie, une jeune hôtesse de 26 ans, murmura une réponse inaudible, mais Claire poursuivit. Je veux dire, je suis sûr qu'il est qualifié sur le papier, mais ne te demandes-tu pas s'ils ont baissé les standards pour lui? Antoine sentit un poids familier s'abattre sur ses épaules, celui qu'il portait depuis le début de sa carrière. L'obligation d'être 2 fois meilleur, 2 fois plus professionnel, 2 fois plus parfait que ses homologues blancs. Une seule erreur, et on ne verrait pas un simple faux pas humain, mais une confirmation de son incompétence, une preuve qu'il n'avait pas sa place. Alors que le temps à Paris se dégradait, retardant le vol de 90 minutes à cause d'un orage, la tension monta dans le terminal. Les passagers, frustrés par les correspondances manquées, devenaient agités. Antoine reçut plusieurs mises à jour de la régulation, chacune exigeant des ajustements au plan de vol. Alors qu'il recalculait les trajectoires, son téléphone vibra. Un message de son mentor, le général Pierre Lefebvre, aujourd'hui haut placé au ministère de la Défense. « Antoine, sois prudent aujourd'hui. Des rumeurs parlent de problèmes à venir. Couvre tes arrières. » Le message, inhabituel par sa gravité, fit naître une inquiétude sourde. En 20 ans de carrière, Pierre n'avait jamais envoyé un tel avertissement. Que se passait-il, et pourquoi maintenant? Avec le retard, Antoine savait que l'efficacité serait cruciale une fois le décollage autorisé. Il révisa le nouveau trajet, notant qu'il faudrait contourner une ligne d'orage au-dessus du centre Val-de-Loire, ce qui allongerait légèrement le vol. Les passagers, déjà à cran, risquaient de rater leur correspondance à Bordeaux, ce qui exigeait une communication claire et une unité d'équipage sans faille. Mais en observant Claire organiser les documents d'embarquement avec un mépris à peine voilé, Antoine comprit que l'unité serait le cadet de ses soucis. Sophie, l'hôtesse qui avait entendu les commentaires de Claire, semblait hésiter à croiser son regard, comme si elle craignait d'être associée à lui. L'embarquement commença enfin, avec près de 2 heures de retard. Antoine se posta à la porte du cockpit, saluant les passagers avec un sourire rassurant, une habitude qu'il maintenait pour instaurer la confiance malgré les tensions du retard. La plupart lui rendirent son salut, reconnaissant de voir leur commandant prendre leur confort à cœur. Mais Claire, positionnée près de la cuisine avant, trouva des moyens subtils de le discréditer. Lorsqu'un couple âgé exprima son inquiétude face aux turbulences prévues, elle se tourna vers Paul, occupé à vérifier un panneau d'instruments. « Ne vous inquiétez pas, notre premier officier Renaud est excellent dans les conditions difficiles, » dit-elle en ignorant ostensiblement Antoine, debout à seulement 1 mètre. L'implication était claire, c'était le copilote, et non le commandant qui garantirait leur sécurité. Paul parut gêné mais resta silencieux. Une autre passagère, une femme d'affaires avec un statut de voyageuse fréquente, s'adressa directement à Antoine. « Commandant, pensez-vous que nous pourrons rattraper du temps en vol? J'ai une réunion importante à Bordeaux. » Avant qu'il ne puisse répondre, Claire intervint. La route choisie par le commandant Dubois ajoute 20 minutes au trajet, mais c'est peut-être plus prudent vu les conditions. Son ton suggérait que la prudence était excessive, semant le doute sur le jugement d'Antoine. La femme d'affaires jeta un regard perplexe entre eux, percevant la tension. « Je suis sûr que le commandant sait ce qu'il fait, » dit-elle, bien que son assurance semblât ébranlée. Antoine répondit avec calme. « Nous ferons tout pour réduire le retard une fois en altitude, madame. La sécurité reste ma priorité, mais je comprends l'importance de votre emploi du temps. »
Alors que l'embarquement se poursuivait, un homme blanc d'un certain âge, assis en classe affaires, marqua un temps d'arrêt en voyant les galons de commandant d'Antoine. « Vous êtes le commandant » demanda-t-il, une surprise évidente dans la voix. « Oui, monsieur, depuis 20 ans, » répondit Antoine posément. L'homme sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais Claire apparut soudain. « Monsieur Lefebvre, puis-je vous offrir une boisson avant le départ? Le commandant Renaud nous mettra en route sous peu. » Antoine corrigea immédiatement. « Je suis le commandant Dubois. Monsieur Renaud est notre premier officier aujourd'hui. » Claire feignit l'embarras. « Oh, bien sûr, quelle étourderie de ma part. » Mais le mal était fait. L'homme, un certain monsieur Lefebvre, observait maintenant Antoine avec suspicion, et plusieurs passagers à proximité avaient entendu l'échange. « Qui pilote vraiment cet avion ?» murmura-t-il à son voisin de siège. Lors des préparatifs finaux, Antoine découvrit une anomalie dans le plan de vol chargé dans l'ordinateur de bord. Quelqu'un avait modifié ses calculs soigneusement établis, changeant les altitudes et les points de passage, ce qui aurait conduit l'avion directement dans le système orageux qu'il avait prévu d'éviter. En vérifiant les journaux du système, il constata que les modifications avaient été effectuées via la tablette de l'équipage de Claire 20 minutes plus tôt, pendant qu'il saluait les passagers. Lorsqu'il la confronta dans la cuisine avant, son expression resta impassible. « Mademoiselle Moreau, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez accédé et modifié notre plan de vol sans autorisation? » Claire haussa les épaules. « Je l'ai simplement consulté, commandant. S'il y a eu des changements, ce doit être une erreur système. Je veillais juste à la sécurité des passagers, en m'assurant que nous ne prenions pas une route inutilement longue. » Antoine rétorqua fermement. « Modifier le plan de vol d'un commandant sans discussion n'est pas veiller à la sécurité. C'est une violation grave et potentiellement dangereuse. » Paul, qui avait rejoint la conversation, parut choqué. « Le plan a été modifié? Je n'avais pas vu ça lors de ma vérification. » Antoine rectifia immédiatement les paramètres. « C'est corrigé maintenant, mais j'ai besoin que tout l'équipage respecte la chaîne de commandement. » Claire maintint son sourire figé, mais ses yeux se durcirent. « Bien sûr, commandant. Nous voulons tous la même chose, un vol sûr. » Sophie, restée en retrait, observait la scène avec une expression troublée, comme si elle luttait intérieurement pour savoir si elle devait intervenir. Antoine s'éloigna brièvement pour appeler son vieil ami, le général Pierre Lefebvre, désormais conseiller au ministère de la Défense. « Pierre, il se passe quelque chose d'étrange sur ce vol. Une hôtesse, Claire Moreau, semble chercher à saper mon autorité, allant jusqu'à modifier mon plan de vol. » La voix de Pierre trahit une inquiétude immédiate. « Antoine, fais attention. Claire Moreau est la nièce de Gérard Dubois, un membre influent du conseil d'administration d'Air Lumière. Elle a des connexions puissantes. Documente tout et ne lui donne aucun prétexte. On m'a parlé de ses problèmes avec certains commandants par le passé. » Antoine comprit immédiatement le sous-entendu. « Des commandants spécifiques, tu veux dire? » Pierre soupira. « Exactement. Suis les procédures à la lettre et vérifie tes dossiers personnels ce soir. Assure-toi que tout est en ordre. » Alors que l'avion s'apprêtait à repousser, Antoine sentit la tension monter dans la cabine. Les passagers, irrités par le retard, murmuraient leur frustration. Claire, avec son attitude calculée, semblait exploiter chaque occasion pour semer le doute sur son autorité. Sophie, quant à elle, évitait toujours son regard, mais Antoine perçut en elle une lueur de compassion, comme si elle voulait parler mais craignait les conséquences. À cet instant, son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Pierre. « On fabrique des preuves contre toi. Sois prudent. » Un frisson le parcourut. Quelqu'un orchestrerait-il une attaque contre sa carrière? Et pourquoi maintenant, après des années de service impeccable? Lorsque l'avion atteignit enfin la porte d'embarquement, Antoine remarqua une activité inhabituelle sur le tarmac. 3 véhicules de sécurité étaient stationnés près de leur point d'arrivée, accompagnés de plusieurs cadres d'Air Lumière. « Air Lumière 482, dirigez-vous vers la porte B12. Des agents de sécurité vous attendront. » annonça le contrôle au sol. « Quelle est la raison de cette présence? » demanda Antoine, une boule se formant dans son estomac. «
Aucune information fournie, commandant. Suivez les procédures standards. Lorsqu'il coupa les moteurs, la porte de la cabine s'ouvrit, révélant 2 agents de sécurité et le responsable de l'escale parisienne, un homme nommé Laurent Bisset. « Commandant Dubois, veuillez sortir immédiatement », ordonna Bisset d'un ton sec. Antoine émergea du cockpit, son calme professionnel intact malgré l'appréhension grandissante. Avant qu'il ne puisse parler, Claire s'avança, théâtrale. « C'est lui », déclara-t-elle à voix haute, s'assurant que les passagers entendent. « J'ai découvert des preuves que le commandant Dubois a falsifié ses calculs de vol et peut-être ses qualifications. Je crois qu'il a mis en danger ce vol et tous ses passagers. » L'accusation, proférée devant les voyageurs qui sortaient leur téléphone pour filmer, déclencha une onde de choc dans la cabine. Antoine, abasourdi, répondit avec fermeté. « Quelle preuve? Je n'ai rien fait d'irrégulier. » Claire brandit une feuille de calcul de vol, prétendument signée de sa main, mais dont l'écriture était légèrement différente, suggérant une négligence. « Cette route nous aurait conduit directement dans l'orage que nous avons évité de justesse, » affirma-t-elle. « Et la signature ne correspond pas tout à fait à vos formulaires de vérification. » L'accusation était absurde. Le trajet réellement emprunté était parfaitement approprié et exécuté avec précision, mais Claire avait créé juste assez de doutes pour justifier une enquête. « C'est ridicule, » déclara Antoine. « Je suis commandant depuis 15 ans avec un dossier impeccable. » Les passagers filmaient toujours, et une femme, Camille Dubois, une journaliste indépendante qu'Antoine avait remarquée pendant l'embarquement, notait chaque détail sur son carnet. Paul s'avança depuis le cockpit. « Il y a une erreur. La performance du commandant Dubois était exemplaire. J'étais là tout le temps. » Mais sa voix fut noyée par le tumulte grandissant. « Monsieur, venez avec nous maintenant, » insista un agent de sécurité, posant une main près de ses menottes. « Nous pouvons discuter en privé. » Antoine, conscient de l'impact de cette scène sur les réseaux sociaux, un homme noir en position d'autorité publiquement humilié, demanda « Suis-je en détention ?» L'agent répéta « Venez avec nous, monsieur. » Un autre saisit ses accréditations de pilote. « Nous devons vérifier ceci. » Alors qu'Antoine était escorté à travers le terminal, les murmures de « pilote frauduleux » et « menace pour la sécurité » se propageaient. Claire suivait à distance, son visage affichant une fausse inquiétude. Sophie, restée en arrière, semblait au bord des larmes, mais elle ne dit rien. Dans le bureau de sécurité, Antoine fut laissé seul sous une lumière fluorescente crue, ses accréditations posées hors de portée. L'attente, il le savait, était une tactique pour briser son calme. Mais il avait traversé trop d'épreuves pour céder. Il sortit son téléphone et composa le numéro du général Pierre Lefebvre, un homme qu'il n'avait pas contacté depuis 5 ans, mais dont la voix pouvait tout changer. « Général, c'est Antoine Dubois. J'invoque le protocole Cobalt. » Une pause brève. « Lieu et situation? » Aéroport Charles de Gaulle, bureau de sécurité. Détenu pour de fausses accusations sur mes qualifications et ma performance. Une tentative orchestrée pour ruiner ma carrière. « Tiens bon, Antoine. 15 minutes. » La ligne coupa. Antoine reposa le téléphone, un calme glacial l'envahissant. Claire Moreau ignorait qu'elle venait de déclencher une tempête qu'elle ne pourrait contrôler. Mais qui d'autre était impliqué, et jusqu'où irait-il pour le détruire? Dans la pièce exiguë du bureau de sécurité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le commandant Antoine Dubois, menotté à une chaise métallique sous la lumière crue des néons, fixait ses accréditations de pilote posées hors de portée sur la table. 1 heure s'était écoulée depuis qu'il avait passé son appel au général Pierre Lefebvre, invoquant le protocole Cobalt, et l'attente pesait comme une menace silencieuse. Dehors, dans le terminal, Claire Moreau, l'hôtesse de l'air qu'il avait accusée de falsifier ses qualifications, continuait de distiller son venin, murmurant aux passagers et à ses collègues des récits soigneusement fabriqués sur l'incompétence présumée d'Antoine. Les vidéos de son escorte par les agences de sécurité circulaient déjà sur les réseaux sociaux, alimentées par des commentaires insinuant qu'un pilote frauduleux avait été démasqué. Pourtant, Antoine restait impassible, son regard d'acier trahissant une détermination forgée par des décennies de combats contre les préjugés.
Il savait que ce n'était que le début d'une guerre plus vaste, orchestrée non seulement par Claire, mais par des forces bien plus puissantes tapies dans l'ombre d'air-lumière. Alors que les minutes s'égrenaient, un coup frappé à la porte annonça l'entrée d'un officier de sécurité et d'un représentant de la compagnie, suivi d'une nouvelle figure inattendue, Sophie Laurent, l'hôtesse qui avait assisté en silence aux manigances de Claire. Son visage, marqué par l'hésitation, laissait présager qu'elle portait un secret prêt à changer la donne. Mais qui tirait vraiment les ficelles, et jusqu'où irait-il pour réduire Antoine au silence? La pièce, saturée d'une tension palpable, devint le théâtre d'une confrontation feutrée mais implacable. L'officier de sécurité, un homme trapu nommé Michel Durand, s'assit face à Antoine, ses manières brusques trahissant un parti pris évident. À ses côtés, un cadre d'air-lumière, Philippe Martel, responsable de la conformité juridique pour la région Île-de-France, feuilletait un dossier avec une assurance calculée. « Commandant Dubois », commença Martel, son ton soulignant le titre avec une pointe de scepticisme. « Nous devons discuter des graves allégations portées par mademoiselle Claire Moreau, une hôtesse senior respectée. Elle affirme avoir découvert des irrégularités dans vos calculs de vol pour le vol 482, ainsi que des doutes sur l'authenticité de vos qualifications. » Antoine, immobile, répondit d'une voix posée. « Je demande à voir ces prétendues preuves. Mes calculs étaient incorrects, et mes qualifications sont en règle depuis 20 ans. » Martel posa sur la table une feuille de calcul, celle que Claire avait brandie dans la cabine. Ce document, signé de votre main, propose une route qui aurait conduit l'avion directement dans un système orageux. De plus, la signature ne correspond pas parfaitement à vos dossiers officiels. Antoine examina la feuille sans la toucher. L'écriture imitait la sienne, mais les erreurs grossières dans les calculs trahissaient une falsification évidente. « Ce n'est pas mon écriture, et ce n'est certainement pas le plan de vol que nous avons suivi aujourd'hui. C'est une contrefaçon. » Durand ricana. Tout le monde dit ça quand on les confronte. Antoine le fixa, un souvenir remontant à la surface. 3 ans plus tôt, lors d'un contrôle de sécurité à Orly, un officier l'avait retenu sans raison valable, lui faisant manquer son créneau de décollage. Cet officier était Durand, qui l'avait soumis à un interrogatoire humiliant, une expérience qu'aucun commandant blanc n'avait jamais subie. « Nous sommes-nous déjà rencontrés, monsieur Durand ?» demanda Antoine, son ton neutre masquant une accusation implicite. Un éclair de reconnaissance traversa le visage de Durand, mais il se contenta de hausser les épaules. « Je vois des centaines de personnes par semaine. » Martel reprit, ignorant l'échange. « Mademoiselle Moreau a fourni un témoignage détaillé. Elle décrit plusieurs incidents durant le vol où vos décisions ont compromis la sécurité. Elle mentionne également des incohérences dans la manière dont vous vous êtes présenté aux passagers par rapport à vos documents. » Antoine rétorqua fermement. « C'est totalement faux. Le premier officier Paul Renaud était dans le cockpit tout au long du vol. Il peut confirmer que chaque décision était justifiée, y compris notre déviation pour éviter les orages. » Martel balaya l'argument d'un geste. « Nous interrogerons M. Renaud séparément. Mademoiselle Moreau est une employée exemplaire avec un dossier irréprochable. » Antoine ne put réprimer un sourire amer. « Et je suis commandant avec 20 ans de service exemplaire, des distinctions militaires et un record de sécurité parfait. Pourquoi son témoignage prévaut-il sur le mien? » La question, lourde de sous-entendus, fit tressaillir Martel, mais Durand intervint, brandissant les accréditations d'Antoine. « Parlons de vos qualifications. Mademoiselle Moreau suggère qu'il pourrait y avoir des irrégularités. » Antoine répondit sans ciller. « Mes documents sont en ordre, comme ils l'ont toujours été. Vérifiez auprès de la DGAC. » Avant que Martel ne puisse poursuivre, Sophie Laurent, restée silencieuse près de la porte, s'avança timidement. « Excusez-moi, monsieur Martel, puis-je parler ?» Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux trahissaient une résolution nouvelle. Martel fronça les sourcils. « Mademoiselle Laurent, ce n'est pas le moment. » Mais Antoine l'encouragea d'un regard. « Laissez-la parler. Elle était dans la cabine aujourd'hui. » Sophie prit une profonde inspiration.
J'ai vu ce que Claire a fait. Elle a intentionnellement modifié le plan de vol sur sa tablette pendant que le commandant Dubois saluait les passagers. Elle m'a demandé de ne rien dire, disant que c'était pour le bien de la compagnie. La révélation fit l'effet d'une bombe. Durand se redressa, furieux. « Vous accusez une collègue sans preuve ?» Sophie, malgré sa peur, tint bon. « Je n'ai pas de preuves écrites, mais j'ai entendu Claire dire des choses. Des choses sur le commandant Dubois, sur sa couleur de peau, sur le fait qu'il ne devrait pas être aux commandes. » Martel échangea un regard nerveux avec Durand. « Ce sont des accusations graves, mademoiselle Laurent. Vous devriez réfléchir avant de parler. » Mais Sophie, galvanisée par sa propre audace, continua. « Je ne suis pas la seule à avoir remarqué. D'autres membres d'équipage ont vu comment Claire traite les pilotes. Certains pilotes. » Le sous-entendu était clair. Antoine, reconnaissant le courage de Sophie, intervint. « Je demande à contacter le Centre des opérations d'Air-Lumière et mon représentant syndical avant de répondre davantage. » Martel refusa. « Pas pour l'instant. Nous devons d'abord clarifier ces allégations. » Mais à cet instant, le téléphone de Martel sonna. Il décrocha et son expression changea radicalement. Après quelques mots brefs, il raccrocha, blême. C'était la DGAC. Ils envoient des représentants immédiatement. Et le cabinet du général Pierre Lefebvre a contacté notre siège. Ils exigent que nous restituions les accréditations du commandant Dubois et traitions cette affaire comme une priorité nationale. Durand, abasourdi, bredouilla. « Le général Lefebvre, qu'est-ce que… » Martel, visiblement ébranlé, admit. « Je n'en ai aucune idée, mais nous avons des ordres clairs. » En quelques minutes, l'atmosphère changea du tout au tout. Les accréditations d'Antoine lui furent rendues avec des excuses maladroites. Laurent Bisset, le responsable de l'escale, réapparut, son ton soudain obséquieux. « Commandant Dubois, il semble y avoir eu un malentendu regrettable. Nous vous prions d'accepter nos excuses. » Antoine répondit froidement. « Un malentendu? Vous m'avez publiquement humilié, retiré de mon avion sur la base de fausses preuves, menacé ma carrière et terni ma réputation. C'est bien plus qu'un malentendu, monsieur Bisset. » Avant que Bisset ne puisse répondre, la porte s'ouvrit sur deux officiels de la DGAC, accompagnés d'un aide militaire en uniforme. « Commandant Dubois, » dit l'aide avec respect, « le général Lefebvre vous transmet ses salutations. Ses représentants de la DGAC vont enquêter immédiatement sur les événements d'aujourd'hui. Le général vous demande de rester à Paris jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Une suite d'hôtel a été réservée pour vous. » Antoine accepta la carte de contact remise par l'aide, notant le silence gêné des officiers de sécurité et des représentants d'Air-Lumière, conscients d'avoir gravement sous-estimé l'homme qu'ils avaient maltraité. « Mademoiselle Moreau doit être interrogée dans le cadre de cette enquête, » déclara-t-il fermement. « Elle a fabriqué des preuves et porté de fausses accusations. » Un agent de la DGAC acquiesça. Mademoiselle Moreau sera convoquée immédiatement, ainsi que tout l'équipage du vol. Pendant ce temps, Claire, savourant un verre avec des collègues dans un café de l'aéroport, reçut un appel urgent de son oncle, Gérard Dubois. « Qu'as-tu fait, bon sang ?» siffla-t-il. « Dubois est lié au général Lefebvre, le conseiller du ministre de la Défense. La DGAC fouille dans nos affaires, et il te cherche toi en particulier. » Claire, son triomphe s'effondrant, balbutia. « C'est impossible. Il n'est qu'un. Il ne peut pas avoir ce genre de relation. » Gérard grogna. « Eh bien, il les a. Reviens à l'aéroport tout de suite et tiens-toi à l'histoire. Tu as agi de bonne foi pour signaler des irrégularités. Je vais voir ce que je peux faire. » Alors qu'Antoine était escorté vers une suite luxueuse dans un hôtel du 8e arrondissement, il commença à assembler les pièces du puzzle. Sophie, restée à l'aéroport, lui transmettre un message discret. Elle avait conservé des captures d'écran de la tablette de Claire, montrant les modifications non autorisées du plan de vol. Mais une nouvelle ombre se profila. En vérifiant ces messages, Antoine découvrit un texto alarmant de son voisin à Nice, où il possédait une maison. « Quelqu'un a forcé ta porte aujourd'hui. Ton bureau a été fouillé. La police est venue. Mais ils disent que c'est un simple cambriolage. Le timing était trop précis pour être une coïncidence. » Quelqu'un, anticipant qu'Antoine pourrait avoir des documents pour se défendre, avait tenté de les détruire.
Il contacta immédiatement la sécurité de l'hôtel pour renforcer la surveillance de sa suite et appela le bureau parisien de la police judiciaire pour signaler l'effraction en lien avec les accusations. Le lendemain matin, dans sa suite donnant sur les toits de Paris, Antoine reçut un visiteur inattendu. Julien Moreau, un technicien informatique d'Air Lumière sans lien de parenté avec Claire. Nerveux, Julien s'assit sur le bord d'un fauteuil, jetant des regards vers la porte. « Commandant, j'ai découvert quelque chose en surveillant les journaux d'accès au système. Quelqu'un manipule vos dossiers depuis des mois, créant de fausses annotations rétroactives sur vos performances. » Antoine fronça les sourcils. « Claire Moreau ?» Julien secoua la tête. « Plus haut. Les accès proviennent de terminaux réservés à la direction, dont celui de Gérard Dubois, membre du conseil d'administration. » Il tendit une clé USB. Voici les logs du serveur. Et il y a autre chose. Claire fait partie d'un groupe informel au sein de la compagnie, les gardiens de la tradition. Ils se réunissent en secret pour maintenir l'aviation, comme elle a toujours été. Le sous-entendu était clair, blanche et masculine. Antoine comprit que l'attaque contre lui n'était pas l'œuvre d'une seule personne, mais d'un réseau profondément enraciné. Julien poursuivit. « Mon frère était mécanicien chez Air France. Il a été poussé à la démission après des plaintes similaires, orchestrées par des gens comme Claire. Je ne pouvais pas rester silencieux. » Antoine remercia Julien, conscient du risque qu'il prenait. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Julien haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Parce que vous ne pliez pas. » Après son départ, Antoine consulta les données de la clé USB, découvrant des courriels supprimés entre Claire et Gérard, récupérés des sauvegardes du serveur. Ils discutaient explicitement de stratégies pour préserver les standards traditionnels dans le recrutement des pilotes, ciblant spécifiquement les minorités pour des audits disciplinaires. Pendant ce temps, dans le terminal, une passagère du vol 482, Camille Dubois, une journaliste indépendante spécialisée dans les affaires sociales, publiait un premier article sur son blog, intitulé « Un pilote noir humilié à Roissy. Discrimination ou erreur ». Il détaillait l'incident, s'appuyant sur les vidéos des passagers et son propre témoignage. Camille, qui avait noté le comportement de Claire pendant le vol, contacta Sophie via les réseaux sociaux, sentant qu'elle détenait des informations clés. Sophie, encouragée par l'attention médiatique, accepta de rencontrer Camille dans un café discret près de Montparnasse. « Claire m'a dit que c'était son devoir de signaler des pilotes comme Dubois, » confia-t-elle, la voix tremblante. Elle parlait de lui comme s'il était une menace, pas à cause de ses compétences, mais à cause de qui il est. Camille, prenant des notes, promit de protéger l'anonymat de Sophie tout en poursuivant son enquête. Mais le contre-coup ne tarda pas. Claire, de retour à l'aéroport pour son interrogatoire avec la DGAC, apprit l'implication de Sophie et lança une campagne de diffamation interne, la dépeignant comme une employée instable. Gérard, depuis son bureau au siège d'Air Lumière à La Défense, orchestrava une riposte plus sophistiquée. Il fit fuiter des extraits d'enregistrement du cockpit d'anciens vols d'Antoine, soigneusement montés pour le faire passer pour irascible et incompétent. Ces fichiers, protégés par des protocoles stricts, apparurent sur un site d'actualité à sensation, accompagné d'un titre provocateur. « Est-ce l'homme à qui vous confieriez votre vol ?» Air Lumière publia un communiqué ambigu, se distançant de la fuite tout en alimentant les doutes. « Nous prenons toutes les questions sur le comportement des pilotes avec le plus grand sérieux. » Antoine, alerté par Camille, visionna les enregistrements. Bien que manipulés, ils contenaient des fragments authentiques de sa voix, tirés de conversations banales avec des copiles. Seule une personne ayant un accès exécutif aurait pu obtenir ces fichiers. Il envoya un texto au général Lefebvre. « Il monte des enregistrements contre moi. Gérard Dubois est impliqué. » La réponse fut immédiate. « Nous enquêtons sur Dubois. Ses finances montrent des liens avec des écoles de pilotage accusées de discrimination. Reste concentré. » Antoine comprit que la bataille s'intensifiait. Non content de le discréditer,
Gérard semblait prêt à mobiliser toutes ses ressources pour le détruire. Ce soir-là, dans sa suite, Antoine réunit Sophie, Julien et Camille par vidéoconférence sécurisée. Sophie, rongée par la peur de représailles, révéla que Claire avait tenté de la recruter dans les Gardiens de la Tradition, un groupe qui opérait dans l'ombre pour maintenir une aviation pure. Julien ajouta que les logs montraient des tentatives d'accès à ses propres dossiers, suggérant que la direction cherchait à l'intimider. Camille, de son côté, annonça que son article avait attiré l'attention d'un rédacteur en chef du Monde, qui envisageait une enquête plus approfondie. « Mais il nous faut plus de preuves, dit-elle. Des documents, des témoignages anonymes, quelque chose d'irréfutable. » Alors que la réunion s'achevait, Antoine reçut un appel de son voisin à Nice. « Ta maison a été vandalisée, Antoine. Des insultes raciales taguées sur ton garage. La police dit que c'est un acte isolé, mais... » Antoine sentit une colère froide l'envahir. L'attaque était devenue personnelle, visant non seulement sa carrière, mais son existence même. Il contacta immédiatement la police judiciaire, demandant une enquête approfondie sur le lien entre l'effraction, le vandalisme et les accusations. En vérifiant les caméras de l'hôtel, il découvrit que le système de surveillance du couloir avait mystérieusement dysfonctionné pendant 20 minutes après son arrivée, une coïncidence trop précise pour être innocente. Alors que la nuit tombait sur Paris, Antoine se tenait à la fenêtre de sa suite, contemplant les lumières scintillantes de la capitale. Claire et Gérard avaient sous-estimé sa résilience, mais il se réorganisait déjà. Un message anonyme apparut sur son téléphone. Siège d'Air Lumière, demain, 9 h. Conseil d'administration présent. Venez seul. L'invitation était un piège évident, mais Antoine savait qu'il n'avait pas le choix. Demain, il affronterait les véritables architectes de cette conspiration, armé des preuves de Julien et du courage de Sophie. Mais il ignorait encore jusqu'où Gérard était prêt à aller pour protéger son pouvoir, ni quelle serait la prochaine manœuvre dans cette guerre à 30 000 pieds d'altitude. Une chose était certaine. La tempête qu'il avait déclenchée n'était pas près de s'apaiser. Le soleil matinal baignait le siège d'Air Lumière, un imposant gratte-ciel de verre et d'acier niché au cœur du quartier de la Défense, d'une lueur dorée qui semblait presque ironique. Antoine Dubois, vêtu de son uniforme impeccable de commandant malgré son statut de suspension administrative, traversait le hall d'entrée avec une détermination inébranlable. Aujourd'hui marquait la conclusion d'une bataille qui avait débuté dans l'humiliation publique à l'aéroport Charles de Gaulle et s'était transformée en une lutte contre un système profondément enraciné dans le préjugé et le pouvoir. Dans la salle du conseil surnommée l'Aquarium pour ses parois vitrées offrant une vue panoramique sur Paris, l'attendait une assemblée d'exécutifs, tous alignés comme des juges dans un tribunal. Au centre, Gérard Dubois, membre influent du conseil d'administration et oncle de Claire Moreau, présidait avec l'assurance d'un homme convaincu que sa victoire était acquise. Mais Antoine, armé des preuves fournies par ses alliés, Sophie Laurent, Julien Moreau et la journaliste Camille Dubois, et soutenu par l'ombre imposante du général Pierre Lefebvre, était prêt à renverser la table. Cette réunion, censée sceller la fin de sa carrière, deviendrait le théâtre d'un règlement de compte qui ébranlerait l'industrie aéronautique française. La réceptionniste, une jeune femme à l'élégance typiquement parisienne, accueillit Antoine avec une politesse froide. « Commandant Dubois, ils vous attendent dans la salle du conseil, étage 38. » En parcourant le couloir bordé de photographies promotionnelles d'Air Lumière, toutes mettant en scène des pilotes blancs dans des cockpits immaculés, Antoine se prépara mentalement. Le général Lefebvre l'avait appelé à l'aube, sa voix rauque mais ferme. Ils vont essayer de t'intimider avec leur nombre et leur jargon corporate. Reste focalisé sur les faits. Nous avons des gens qui enquêtent sur Gérard et son réseau. Il y a quelque chose de gros là-dedans. Antoine savait que cette confrontation ne serait pas une simple discussion, mais un affrontement où chaque mot compterait. En entrant dans l'aquarium, il nota la disposition stratégique des lieux. 8 exécutifs, tous blancs, tous masculins, assis d'un côté d'une table en acajou massif, tandis qu'un siège isolé l'attendait de l'autre côté, comme pour souligner son statut d'accusé. Gérard, au centre, ouvrit la séance avec une cordialité feinte. « Commandant Dubois, merci de votre ponctualité.
Cette réunion vise à clarifier les incidents survenus lors du vol 482 et à déterminer votre avenir avec Air Lumière. Antoine prit place, son regard balayant l'assemblée. Pour clarifier, Monsieur Dubois, parlez-vous des fausses accusations portées par votre nièce, Claire Moreau, et de la contrefaçon de documents visant à discréditer mes compétences. Le ton direct d'Antoine fit tressaillir plusieurs exécutifs, mais Gérard répondit avec un sourire crispé. Nous examinons toutes les perspectives, commandant. Mademoiselle Moreau a soulevé des préoccupations légitimes concernant la sécurité, qui nécessitaient une action immédiate. Antoine inclina la tête, ironique. Et qu'en est-il du témoignage du premier officier Paul Renaud, qui était dans le cockpit et peut confirmer que mes décisions étaient irréprochables? Un silence tendu suivit. Un autre exécutif, Jacques Vasseur, directeur des opérations, intervint. Nous avons interrogé M. Renaud. Son témoignage est pris en compte, mais Mademoiselle Moreau est une employée de longue date avec un dossier exemplaire. Antoine sortit un dossier de son attaché-caisse. Permettez-moi de partager quelques statistiques intéressantes sur Air Lumière. Au cours des 5 dernières années, 7 pilotes issus de minorités ont été poussés à la démission ou licenciés à la suite de plaintes disciplinaires initiées par un même groupe d'hôtesses, incluant Claire Moreau. De plus, malgré les engagements publics d'Air Lumière en faveur de la diversité, le pourcentage de pilotes noirs a diminué, contrairement à la tendance observée chez vos concurrents. Les exécutifs échangèrent des regards nerveux, mais Gérard balaya l'argument. Ces données sont des affaires internes, commandant. Vos insinuations sont déplacées. Antoine poursuivit, imperturbable. J'ai collecté ces informations au fil des ans. Les professionnels de l'aviation issus des minorités partagent leurs expériences sur les compagnies qui soutiennent réellement la diversité et celles qui se contentent de belles paroles. Avant que Gérard ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et une jeune femme en uniforme d'hôtesse entra, une enveloppe scellée à la main. « Pardon pour l'interruption, » dit-elle timidement. « On m'a demandé de remettre ceci au commandant Dubois immédiatement. » Tous les regards convergèrent vers elle. Antoine lut son badge. « Sophie Laurent. »« Merci, mademoiselle Laurent, » dit-il, acceptant l'enveloppe. Sophie, avant de partir, murmura. « Vérifiez votre boîte mail tout de suite. » L'interruption brisa le rythme de l'attaque de Gérard. Antoine ouvrit l'enveloppe, révélant des copies de courriels internes d'Air Lumière, obtenus par Julien Moreau, le technicien informatique. Ces documents détaillaient une liste de priorités de rétention des pilotes, classant les aviateurs par race avec des annotations troublantes à côté des noms des pilotes minoritaires. Plus accablant encore, des échanges entre Claire et Gérard discutaient de stratégies pour documenter des préoccupations sur certains pilotes, créant des dossiers pour justifier leur licenciement. Antoine saisit l'opportunité. « Messieurs, je tiens à être clair. Je n'accepterai aucune mesure punitive basée sur des accusations frauduleuses. La DGAC enquête déjà sur les actions de Mademoiselle Moreau et j'ai déposé des plaintes officielles pour falsification de documents. » Gérard, rouge de colère, abattit sa main sur la table. « C'est une menace contre cette compagnie, commandant. » Antoine répondit calmement. « Non, ce sont des faits, Monsieur Dubois. Des faits soutenus par des preuves, contrairement aux accusations portées contre moi. » La réunion devint un bras de fer tendu, les exécutifs tentant de pousser Antoine vers une suspension volontaire avec salaire, une proposition qu'il rejeta catégoriquement. Pendant une pause, il consulta son téléphone, comme Sophie l'avait suggéré. Un courriel anonyme contenait une mine de documents internes collectés par Sophie et Julien, révélant un réseau de discrimination systématique orchestré par Gérard et son groupe, les gardiens de la tradition. Lorsque la réunion reprit, Antoine était prêt. Mademoiselle Moreau a-t-elle été interrogée sur ses liens avec les gardiens de la tradition, un groupe dédié à maintenir une aviation traditionnelle, c'est-à-dire blanche et masculine? Les exécutifs se figèrent. Gérard tenta de reprendre le contrôle. Ces allégations sont absurdes, vous n'avez aucune preuve. Mais à cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau.
3 agents de la DGAC, menés par une femme nommée Isabelle Martin, entrèrent, exhibant leur badge. « Monsieur Gérard Dubois, déclara-t-elle, je suis l'agent Martin du bureau de l'inspecteur général de la DGAC. Nous sommes ici dans le cadre d'une enquête sur des pratiques discriminatoires et des violations des protocoles de sécurité chez Air Lumière. » Le timing était parfait. Antoine avait joué un coup risqué en insinuant une enquête avancée, mais l'arrivée des agents transforma son bluff en un coup de maître. Gérard, livide, protesta. « Ceci est une affaire privée de l'entreprise. Vous n'avez aucune juridiction ici. » L'agent Martin répondit posément. « Les compagnies aériennes opèrent sous certificats fédéraux et sont soumises aux lois sur les droits civiques. Nous avons des mandats pour saisir les dossiers relatifs aux évaluations et disciplines des pilotes. » Alors que les agents commençaient à collecter documents et appareils électroniques, le chaos éclata. Claire, convoquée pour témoigner, entra dans la salle, son assurance ébranlée. Sous la pression, elle craqua. « Tout était l'idée de mon oncle !» s'écria-t-elle, pointant Gérard. « Il m'a dit quel pilote cibler, pour le bien de la compagnie. Je suivais ses ordres. » Gérard, furieux, la coupa. « Tais-toi, Claire !» Mais le mal était fait. Sa confession, devant des agents fédéraux et des exécutifs médusés, scella leur chute. Antoine, au centre de la tempête qu'il avait déclenchée, resta calme. Les agents saisirent les téléphones et ordinateurs de Gérard, qui tenta vainement de nier toute malversation. Sophie, restée dans l'ombre, échangea un regard avec Antoine, son courage enfin récompensé. Camille Dubois, présente en tant qu'observatrice médiatique, prenait des notes frénétiques, son prochain article déjà en gestation. Alors que les agents escortaient Claire hors de la salle, Gérard murmura une menace à peine voilée. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, Dubois. » Antoine répondit, impassible. « Et vous, vous avez sous-estimé à qui vous vous attaquiez. » 3 mois plus tard, Antoine se tenait dans le cockpit du vol Air Lumière 109, une liaison Paris-San Francisco. Les moteurs du Boeing 787 vrombissaient doucement alors qu'il terminait ses vérifications pré-vol. Paul Renaud, son copilote, qui avait demandé à voler à nouveau avec lui, annonça « Puissance externe connectée, APU démarré. » Antoine sourit. « Merci, Paul. » L'enquête de la DGAC avait révélé l'ampleur de la conspiration de Gérard, menant à son licenciement et à des poursuites pour falsification de preuves. Claire, congédiée et sous le coup de charges fédérales, négociait un accord pour témoigner contre son oncle. Air Lumière, sous un décret de consentement, réformait ses pratiques de recrutement et d'évaluation, avec des observateurs externes surveillant chaque décision. Antoine, non seulement réintégré, avait été promu chef pilote pour la formation, un rôle clé pour façonner l'avenir de la compagnie. Une hôtesse, Christine Dupont, entra dans le cockpit, posant un café devant Antoine. Noir, avec une touche de crème, comme vous l'aimez, commandant. Ce geste simple reflétait un changement culturel au sein d'Air Lumière. Sophie avait été réintégrée et dirigeait une initiative de diversité, tandis que Julien travaillait désormais pour la DGAC. Camille avait publié un article retentissant dans Le Monde, déclenchant un débat national sur l'équité dans l'aviation. Alors que l'avion décollait, s'élevant au-dessus des nuages parisiens, Antoine reçut un message du général Lefebvre. « Félicitations pour ton retour dans les airs. Le président a signé un décret créant une commission pour l'équité dans les transports. Tu seras nommé représentant du secteur aéronautique. Bravo, fils. » Antoine, regardant l'horizon sans fin, sentit une paix profonde. Il n'avait pas seulement sauvé sa carrière. Il avait ouvert la voie à un avenir où les rêves de voler ne seraient plus entravés par la couleur de la peau. L'histoire d'Antoine Dubois, un commandant de bord noir confronté à une accusation injuste et à une conspiration discriminatoire au sein d'Air Lumière, est une puissante illustration de la résilience humaine face à l'injustice. En tant que Français, nous valorisons les principes d'égalité, de liberté et de fraternité. Mais cette histoire nous rappelle que ces idéaux ne sont pas toujours appliqués dans la réalité. Le parcours d'Antoine, marqué par la dignité et la persévérance, m'a profondément touché et m'a poussé à réfléchir à des leçons universelles que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, l'histoire d'Antoine met en lumière l'importance de rester fidèle à ses valeurs,
même sous une pression écrasante. Malgré l'humiliation publique, les menaces contre sa carrière et les attaques personnelles, Antoine n'a jamais cédé à la colère ni à la résignation. Sa discipline, héritée de son passé militaire, et sa foi en la justice l'ont guidé. Dans nos propres vies, nous faisons parfois face à des situations où il est tentant de compromettre nos principes pour éviter le conflit ou obtenir un gain immédiat. Pourtant, comme Antoine, nous devons nous rappeler que l'intégrité est une force qui, à long terme, inspire le respect et ouvre la voie à un changement véritable. Par exemple, au travail, face à une injustice, qu'il s'agisse de favoritisme ou de discrimination, il est crucial de défendre ce qui est juste, même si cela implique de prendre des risques. Ensuite, l'histoire souligne le pouvoir des alliances et de la solidarité. Antoine n'a pas triomphé seul. Sophie Laurent, Julien Moreau, Camille Dubois et Paul Renaud ont joué des rôles déterminants en risquant leur propre sécurité pour soutenir sa cause. En France, où la culture valorise souvent l'individualisme, cette histoire nous rappelle que les grandes batailles se gagnent collectivement. Dans nos communautés, nous pouvons appliquer cette leçon en soutenant ceux qui sont marginalisés, en dénonçant les injustices que nous observons, ou simplement en écoutant les expériences des autres. Être un allié, comme Paul qui a choisi de défendre Antoine malgré les pressions, signifie parfois sortir de sa zone de confort pour amplifier la voix de ceux qui sont réduits au silence. Enfin, l'histoire d'Antoine nous enseigne que le changement systémique exige du courage et de la patience. En exposant les pratiques discriminatoires d'Air-Lumière, Antoine a non seulement sauvé sa carrière, mais a également forcé l'industrie aéronautique à réévaluer ses politiques. Ce combat, long et épuisant, montre que transformer une institution ou une société demande un engagement soutenu. Dans notre vie, nous pouvons contribuer à ce changement à petite échelle, en sensibilisant nos collègues à la diversité, en votant pour des politiques inclusives ou en éduquant nos proches sur les préjugés inconscients. Chaque geste compte, et comme Antoine, nous devons croire que nos efforts, même modestes, peuvent créer des vagues de changement. Personnellement, cette histoire m'a inspiré à examiner mes propres comportements. Ai-je déjà ignoré une injustice par peur des conséquences? Ai-je soutenu activement ceux qui en avaient besoin? En m'appuyant sur l'exemple d'Antoine, je m'engage à être plus vigilant et à agir avec courage lorsque je serai témoin d'une discrimination, que ce soit dans mon cercle professionnel ou social. Cette histoire nous invite tous à réfléchir à notre rôle dans la construction d'une société plus équitable, où chacun est jugé pour ses compétences et son caractère, et non pour son apparence. Si l'histoire d'Antoine Dubois vous a ému, ou vous a fait réfléchir à la lutte contre l'injustice, montrez votre soutien en likant cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, votre famille ou vos collègues pour inspirer d'autres à se lever contre la discrimination. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage d'histoires puissantes qui célèbrent le courage et la justice. Et dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice au travail ou dans votre communauté? Comment avez-vous réagi? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour d'autres récits inspirants.